Bonjour chers amis, je vous propose donc de démarrer donc cette énième rencontre qui est consacrée donc à un sujet qui est présent depuis assez longtemps maintenant. C'est le choix qui est à faire entre Linux d'un côté et Windows de l'autre, et plus précisément sur le poste de travail. Alors ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur Linux, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, je pense que cette question est beaucoup plus cruciale parce qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont apparues, qui sont suggérées donc, aux responsables informatiques de TI et qui doivent être prises en compte. Alors, c'est ce que l'on va traiter. Hein. Est-ce que finalement, Linux sur le poste de travail, donc essentiellement, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Alors, je vous propose donc de démarrer comme d'habitude. On va donc partager mon écran. Alors, bonne idée ou pas bonne idée? Alors, le sommaire, si vous voulez bien, pour commencer. Donc, bon, l'évolution fonctionnelle du poste de travail. Je pense que tout ça, ça s'accompagne bien. La question qu'on se pose, elle est quand même liée très fortement à l'usage que nous avons du poste de travail maintenant, qui a quand même beaucoup changé. On a vécu des périodes où on se demandait si on allait passer à un mode terminal ou pas, où on allait garder des postes de travail très joufflus. Bon. Tout ça, c'est en train un petit peu d'être dépassé aujourd'hui, ne serait-ce que par la volonté qu'ont les grands éditeurs, Adobe et puis Microsoft, d'imposer finalement progressivement donc un mode cloud et finalement une sorte de terminal hybride, puisqu'en fait, il y a quand même du code qui s'exécute sur le poste client, mais l'essentiel donc des applications sont sur le cloud. Alors, a-t-on encore besoin d'un système d'exploitation sur le poste de travail? Évidemment, ce n'est pas la peine de se casser la tête si on n'en a pas besoin. Question qui revient assez souvent et on en avait déjà parlé. Linux, finalement, Linux et Windows, il faut bien comprendre que ce sont deux philosophies différentes. Il y a des fans de Linux qui, en général, sont plutôt des développeurs, c'est plutôt des techniciens, vous voyez. Et puis, vous avez des usagers de Windows et des usagers surtout d'Office, on y reviendra. Ce ne sont pas les mêmes populations et donc ce sont vraiment deux philosophies très différentes. Par ailleurs, moi, ce que je constate tout de même, c'est que depuis quelques années, c'est l'extraordinaire résistance, capacité de résistance donc, des utilisateurs. Pour arriver à les faire changer, ce n'est pas évident du tout. Si on prend l'exemple des terminaux, ça fait quand même 10 ans qu'on sait que la meilleure manière de fonctionner, ça serait de faire un terminal uniquement, soit la mode Citrix, soit la mode VDI. Sur VDI, ça veut dire chaque poste de travail, chaque terminal a finalement une machine virtuelle sur un serveur. Mais bien qu'on sache que c'est la meilleure solution, malgré ça, les utilisateurs n'y viennent pas. Alors, il y a derrière tout ça, bien sûr, le syndrome de la possession. Les gens aiment bien avoir leur Word dans leur machine. Vous voyez, bon, je pense qu'on le savait depuis longtemps, mais finalement, ça n'a pas tellement changé. Mais aujourd'hui, en tout cas, les choses pourraient être un petit peu différentes. Alors, l'affrontement donc Linux-Windows va nous poser la question, est-ce que Linux présente donc un intérêt? En tout cas, si on regarde ce qu'a fait Microsoft depuis quelques années, on va dire en gros depuis l'année 2008, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, Microsoft s'est rapproché de Linux fortement. Et je vais vous montrer dans quel domaine ils l'ont fait, et en particulier sur le poste de travail avec la technologie WSL, maintenant version donc 2, WSL 2. C'est plus qu'un rapprochement, c'est une déclaration d'amour de la part de Microsoft, sauf peut-être de son ex-président Steve Ballmer, sur lequel je reviendrai. Donc, on va regarder ce que fait donc WSL 2 maintenant, et donc on va essayer d'imaginer ce que pourrait être l'évolution de Linux, ou tout au moins donc, de Windows, en fonction de Linux dans les années à venir. Moi, je crois que l'espoir qu'on avait eu à un moment donné d'avoir une version Windows qui soit open source, ou open core, mais disons quelque chose d'un peu plus libre, et malheureusement, ce n'est pas apparemment vers ça que l'on va. Par contre, on va sans doute vers une certaine forme de vampirisation de certaines fonctions que l'on trouve dans Linux, qui seront portées dans Windows, mais qui restera quand même Windows ce qu'il est. Alors, la grande question, évidemment, c'est
l'intérêt d'avoir donc de Linux sur un poste de travail. Moi, ce que je crois, c'est qu'on est avant tout donc, des utilisateurs donc, de bureautique, d'Office, hein, plutôt qu'avant d'être utilisateur d'un système d'exploitation. À la limite, franchement, que l'on est derrière Office, que l'on est Unix, n'importe quoi, hein, à la limite, on s'en moque un peu maintenant. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, on commence à s'en moquer. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que les suites de bureautique qu'on trouve sur Linux sont crédibles? Je pense que, je vous réponds tout de suite, hein, je pense que techniquement, elles sont crédibles. En tant qu'usagers, elles ne le sont pas. Parce que si elles l'étaient vraiment, je veux dire, la bascule se serait faite depuis longtemps. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Il y a d'autres logiciels, d'ailleurs, dans ce cas-là, et en particulier celui, donc le cas de Adobe, hein, avec la suite maintenant qui est sur le cloud, qui est remarquable, hein, mais qui, évidemment, elle se trouve donc en mode à distance, hein, en mode cloud. Quels sont les risques que l'on va prendre donc, avec Linux et à quoi faut-il s'attendre donc, dans les années à venir? Alors, comme d'habitude, je donne quelques chiffres un petit peu pour positionner le sujet. D'après donc StatCounter, il dit qu'actuellement, Windows représente 74,2% du marché, ce qui est considérable évidemment. Le Macintosh, donc le système d'exploitation OS X qui a une forte structure donc qui vient d'Unix, hein, eh bien c'est à peu près 16,05%, ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout. Hein. Quand on se souvient des difficultés qu'avait eu donc Apple pour démarrer face à Windows, maintenant il n'est pas ridicule du tout. Quant à Linux, il est à 2,09%. Et on n'oubliera pas également Chrome OS hein, de Google, qui lui est à 2,59%, donc supérieur aux parts de marché donc, de Linux. D'après Fortune Business Insights, la part de Linux pourrait passer en 2027, c'est-à-dire dans 5 ou 6 ans, à 19,2%. Alors, ils sont, à mon sens, ils sont assez optimistes. Je pense qu'on peut ne pas les croire, ou plus précis. Moi, je pense que ça ne se produira pas. Même si techniquement, encore une fois, il y a de bonnes raisons, on a de bons arguments de passer à Linux, mais je pense que ça ne se produira pas. Bon, alors, donc, est-ce qu'on a encore besoin donc d'un système d'exploitation? Bon, j'ai eu l'occasion déjà précédemment d'évoquer ce thème. Hein. Si on regarde un petit peu l'évolution de ce qui s'est passé depuis quelques années, tout à fait au démarrage, c'est-à-dire en 1981, on avait un système MS-DOS, hein, donc, qui était en fait un interpréteur de commandes que l'on tapait donc, joyeusement donc, au clavier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui considèrent que c'est la seule manière intéressante et utile, professionnelle, de communiquer avec une machine. En particulier d'ailleurs dans le monde Linux. Hein. Bon, et donc avec MS-DOS, on faisait tout, la gestion de notre machine, la gestion des fichiers, les copies, etc. Donc, c'était un interpréteur de commande. À partir du moment où Windows est arrivé un peu plus tard, Windows a embarqué des fonctions de gestion donc, des machines, et avec une interface que vous connaissez bien, qui est donc une interface BIOS, qui était donc le moyen, on va dire, d'organiser, d'administrer, de monitorer, on peut dire, donc la machine. Et ça, tout le monde a été confronté à ça, parce que lorsqu'on installait donc une machine, on rentrait dans le BIOS, on décidait que c'est à partir du disque C qu'on allait faire le boot, on allait pouvoir démarrer le système d'exploitation, etc. Donc, on a bien connu ça. Par la suite, ça a changé. Et le système d'exploitation a pris en charge des fonctions, pris en charge donc des fonctions d'administration qu'auparavant on avait donc que l'on avait donc dans le BIOS. Et on a un peu oublié le BIOS à partir de là. Ce qui fait que le système d'exploitation est devenu assez incontournable. Et c'était à travers l'une de ces fonctions, on va dire entre guillemets régaliennes, qu'on s'est mis à pouvoir gérer la machine. Ça, c'est maintenant à peu près, non pas terminé, mais est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que même si le système VDI, donc ou le système Citrix, le mode terminal donc, de Windows, n'a pas été un succès, bien que, encore une fois, Citrix, ce n'est pas un échec. Citrix, incontestablement, ça a bien fonctionné, mais
vu les espoirs que l'on avait mis là-dedans, c'est quand même pas, on n'est quand même pas au niveau de ce que l'on avait espéré. Mais maintenant, ce qui se passe, ce sont les applications. C'est-à-dire que les applications qui auparavant, on disait, ont fonctionné en mode client lourd, hein, avec des fonctionnalités locales de Windows, maintenant, les applications, on les embarque à 95% dans un navigateur Internet. Et on va donc utiliser pour ça donc le langage JavaScript, on va utiliser des API JavaScript qui vont permettre de faire des choses bien localement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la machine, c'est devenu un terminal HTML, qu'on le veuille ou non. Et c'est elle qui est importante. Et c'est la capacité de ce navigateur Internet et la capacité de JavaScript, et puis la qualité également donc des API, qui feront que j'aurai un bon poste de travail. Et donc, progressivement, on est en train d'aller vers ça, un terminal HTML, et HTML pourrait réussir ce que n'avons pas réussi auparavant, un mode VDI par exemple, même si ça existe toujours. Hein. Donc une évolution. Alors maintenant, on a quand même besoin d'un système d'exploitation, mais le cœur des applications, il est moins concerné par le système d'exploitation qu'avant. Maintenant, il est plus concerné par les capacités internes que vous trouvez dans un navigateur interne. Bon, ça, c'est une évolution. Maintenant, j'ai remarqué quand même une chose depuis des années, c'est que qui se sert des machines? Moi, j'ai constaté une chose, c'est que les gens veulent toujours, sur leur machine, des capacités qui ne leur servent à rien. Si on regarde aujourd'hui le taux d'usage d'une machine Windows, alors déjà sur des serveurs, ce n'est pas terrible, mais sur des postes de travail, ce n'est pas énorme non plus. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin, toujours? Alors, bien sûr, il nous faut de la mémoire. Les applications qui ont été écrites sous Windows par des partenaires ou par Microsoft sont particulièrement gourmandes, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours 32 gigabytes de mémoire pour pouvoir travailler. Je crois qu'il y a eu une fuite en avant des besoins. On a dit, il me faut quelque chose d'énorme, même si en 98% de mon temps, je ne fais que du Word et que j'envoie que quelques messages. Bon, alors, j'ai ici représenté donc un petit peu les types d'usagers que nous avons maintenant. Hein. Donc, entre le généraliste, la personne qui ne quitte pas son bureau, bon, qui en général n'a pas besoin de grand-chose. Le nomade, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des connexions donc qui soient efficaces. Mais là encore, il n'a pas besoin énormément d'une puissance de calcul locale très élevée. Par contre, le spécialiste, lui, hein, sera un petit peu différent. Donc, il aura besoin quand même de ressources importantes. Mais justement, c'est ce spécialiste-là qui est plutôt concerné par Linux. Vous savez, les usagers, les utilisateurs classiques du poste de travail, eux, ils sont avec Windows, ça leur convient très bien. Mais par contre, les techniciens, hein, moi j'ai appelé ça ici, donc le spécialiste et puis les marginaux, ce sont des gens qui sont plutôt à l'aise avec le clavier et avec Linux. Bon, on pourrait également mettre là-dedans les rebelles, c'est-à-dire les gens qui ne supportent pas Microsoft. Et ne croyez surtout pas qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a énormément. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aujourd'hui donc dans les liens, dans les liaisons, dans la manière de communiquer avec Microsoft, à peu près les mêmes problèmes qu'on avait autrefois avec IBM. Hein. On ne se comprend pas bien, on nous impose des choses qui ne nous plaisent pas, on nous contraint à des migrations. C'est quand même assez désagréable. Et donc, il y a des gens qui sont non seulement rebelles, il y en a d'autres qui haïssent Microsoft. Bon. Moi, je les comprends hein, pour un certain nombre de raisons. Bon, donc, il faut toujours avoir en tête, si vous voulez, quand on parle de Linux sur le poste de travail, qui va se servir de ça. Voilà, donc c'est une bonne chose de le rappeler. Alors maintenant, de la même manière, hein, dans l'évolution donc de ce poste de travail, on voit bien que tout le monde va vers le cloud. Tout le monde, et je parle des fournisseurs. Alors, quand Adobe maintenant, tous ces outils donc, sont sur le cloud et ils marchent très bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien sur le poste de travail. Il y a quand même des installations à faire sur le poste de travail, des mises à jour régulièrement au fur et à mesure que les produits du cloud sont mis à jour eux-mêmes. Donc, il y a quand même un certain travail à faire. Mais tout va vers le cloud. Chez Microsoft, ça va être pareil. Dans
peu de temps, à mon avis, il n'y aura plus d'Office sur le poste de travail. Office ne sera disponible que sur le cloud. Alors évidemment, c'est un gros changement. Là-dessus, Microsoft joue quand même un peu sur du velours parce qu'il a Azure. Azure qui est aujourd'hui le fournisseur mondial numéro 1 en matière donc de cloud devant AWS, étant donné, il est vrai, que les deux ne travaillent pas sur le même domaine. AWS, ce sont des infrastructures à travers le mode IaaS, alors que Microsoft, justement, ce sont les logiciels. Et c'est à peu près 25 milliards de dollars. Hein. Donc, c'est pas rien. Et donc, on va vers le cloud. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un énorme Windows sur le poste de travail? Ça n'a rien d'évident. Alors, j'ai repris ici toutes les fonctions, on va dire tous les usages que l'on trouve aujourd'hui. Alors, par exemple, la messagerie, elle est depuis longtemps sur le cloud. Et ça ne nous a pas donné des boutons pour autant. On utilise, chez Google, on doit utiliser Gmail. Voilà, on a donc des messageries qui sont sur le cloud. Ça ne pose pas de problème. Les gens qui travaillent sur les effets spéciaux, là, on a, par exemple, avec After Effects de Adobe, il est sur le cloud. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a donc une partie qui est locale, mais bon, la réalité augmentée, c'est pareil. En matière de communication, pour la gestion des communications, les réunions comme nous avons en ce moment, on n'a besoin que de codecs performants, c'est-à-dire de codeurs, décodeurs, qui soient performants et compatibles avec les modes de communication modernes, tels que MP4 par exemple. Les applications, on vient de dire, donc, elles sont essentiellement maintenant portées par les navigateurs. Tout ce qui est réalité virtuelle qui devient de plus en plus important maintenant avec le mode métavers, vous savez, ce sont les environnements virtuels aujourd'hui. Eh bien, là, par contre, on pourrait avoir besoin localement, peut-être pendant un temps, de quelques ressources, et entre autres dans le casque, mais ça va partir, tout ça, ça va partir largement sur le cloud. On pourrait parler des moteurs de recherche, de toutes les fonctions de stockage, bien entendu, et puis aussi les jeux. Et puis quand à la bureautique, je vous dis, elle est déjà en train de partir là-bas. Donc la question n'est plus du tout la même aujourd'hui. On n'est plus dans le même contexte, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc on peut se poser la question et se demander, est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer sur Linux vu que de toute façon, on s'intéresse de moins en moins à ce qu'est un système d'exploitation. Ça valait la peine en tout cas d'être rappelé. Alors, ce que je voudrais dire, donc, il s'agit donc de comparer, quelque part, de comparer donc, le monde Linux sur le poste de travail et puis donc le monde Windows. Alors, je vais être assez provocateur, vous me connaissez, et je vais être un peu hypocrite, à vrai dire, parce que je vais essayer de vous démontrer que Linux a beaucoup d'avantages, je dirais même des avantages incontestables, que tout le monde comprend, mais que, in fine, on ne changera rien. C'est-à-dire que bien, les entreprises resteront quand même sous Windows et resteront, même bien qu'il y ait des avantages évidents sur Linux. Il ne faut pas confondre l'intérêt de Linux sur les serveurs par rapport à un Linux sur un poste de travail. Linux sur le serveur, ça concerne surtout les techniciens. Or, les techniciens sont majoritairement favorables à Linux. Ça correspond mieux, ils sont plus libres avec Linux qu'ils le sont avec Windows. On n'est pas du tout dans le même contexte. Donc, ce n'est pas parce que sur les serveurs, c'est vrai qu'il y a un mouvement incontestable en faveur donc, de Linux, et ce, depuis des années, ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir le reproduire sur le poste de travail, ne serait-ce que parce que, à mon sens, il va manquer quand même des solutions bétonnées, c'est-à-dire qui marchent bien, pour la bureautique. Vous voyez. Alors, il y a bien sûr OpenOffice, LibreOffice et les autres, mais quand même, ça fait tout de même un peu usine à gaz. Je vous dis, je suis un tout petit peu provocateur, et vous voyez, mais ça fait un peu usine à gaz. Quand on est habitué à travailler sur Excel depuis des années, on n'est pas ébloui par les fonctionnalités de LibreOffice ou des autres. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Linux, c'est un peu le symbole de la liberté. C'est liberté, les choix, avec des coûts réduits, et puis des communautés qui sont libres. D'un autre côté, Microsoft, c'est plutôt la boîte noire. La boîte noire, tout est décidé donc, sans se préoccuper de ce que pensent les usagers, et qui sont mis devant le fait accompli. On peut dire ce que l'on voudra, c'est la vérité.
hein. Et je pense que Microsoft ne traite pas les usagers de la manière qu'ils mériteraient d'être traités. On est tout le temps obligé de faire un certain nombre de choses et c'est quand même assez agaçant, ne serait-ce qu'à travers les mises à jour, par exemple. Certaines sont tellement énormes qu'on est obligé de le faire, sinon on n'a plus les avantages auxquels on a droit. À mon avis, alors je sais que c'est très provocateur et vous allez probablement m'en vouloir, mais je pense que Microsoft, Google et Oracle, ce sont les IBM de 2022. Des pratiques insupportables, mais vraiment insupportables. Par contre, avec des produits qui sont souvent remarquables. C'est ça l'ambiguïté. C'est qu'au fond, on retrouve aujourd'hui ce qui se passait autrefois. Autrefois, on utilisait IBM, pourquoi? Mais parce que ça marchait. Et ça marchait pratiquement toujours. Ça coûtait 12 fois plus cher que les autres, ça c'est vrai. C'était une horreur absolue financièrement, on est d'accord, mais ça fonctionnait. Il n'y avait aucun directeur informatique qui voulait prendre le risque d'aller sur des solutions un petit peu plus marginales pour gagner quelques dollars par-ci par-là. Il ne le faisait pas. Eh bien ça, ce syndrome-là, vous le retrouvez maintenant. Vous le retrouvez maintenant avec Windows et Linux, parce que, et ça sera ma conclusion d'ailleurs aujourd'hui, quel est le directeur de TI, quel est le directeur informatique qui va prendre le risque de changer aujourd'hui 10 000 postes de travail Windows avec des gens qui sont habitués à Windows à travers Office? Quel est celui qui va prendre le risque de passer à Linux? On a vu des exemples, hein. Regardez la ville de Munich en Allemagne, donc ils sont passés triomphalement sur Linux en disant nous avons gagné notre liberté. Et bien, ils sont revenus la queue basse à Windows. Parce qu'encore une fois, les gens, ce sont d'abord des utilisateurs d'Office, avant d'être un utilisateur Windows ou Linux. Si vous changez Linux derrière, vous mettez Linux à la place de Windows, ce n'est pas ça qui va les rendre heureux, hein. Ce qui compte, c'est que ça marche avec Office. Vous voyez, oui, c'est ça. Et donc, on est un peu dans le même syndrome que l'on a connu auparavant avec IBM et avec d'autres, hein, ce qui n'est pas rassurant. Alors, ce qu'il faut savoir sur Linux, c'est que d'abord, Linux, ce n'est pas un système d'exploitation. Il faut comme toujours se rappeler ça. Linux est un noyau. Un noyau. C'est-à-dire cette partie donc, du logiciel machine, hein, qui est chargée donc, de la gestion des ressources machines. Et donc, il leur permet donc de communiquer avec les applications. Linux est un noyau. Par contre, à côté de ça, bien entendu, il y a d'autres choses. Donc, ce noyau est accompagné de logiciels. Beaucoup viennent d'ailleurs de la fondation, la GNU, la fondation Free Software, donc les projets GNU. Hein. Il y a énormément de logiciels, je vais vous en montrer quelques-uns après. Hein. Et l'ensemble constitue ce qu'on va appeler un système d'exploitation. Et donc, ce qu'on appellera aussi une distribution Linux. Mais ne pas confondre distribution Linux avec le noyau. La distribution, c'est un ensemble de choses autour d'un noyau qui, lui, est standard et qui est géré en particulier par Linus Torvalds, qui est un petit peu le grand maître aujourd'hui dans l'évolution des versions de Linux. Alors, une distribution Linux, c'est ce que montre ce schéma, va donc être, qu'est-ce qu'il y aura? Vous allez avoir un système de fenêtrage, hein, pour interagir avec les applications. Vous allez avoir un gestionnaire de fenêtres, hein, qui va donc lui gérer physiquement le positionnement, la réduction ou contre l'extension des fenêtres. Et vous voyez, on a très connu, hein, on a le X11 qui vient du monde Unix, mais le plus récent d'ailleurs, Wayland, qui est assez récent. Donc ce sont des moyens d'organiser les fenêtres on va dire d'organiser la communication avec les applications. Alors, c'est l'intermédiaire, en gros, entre le système de fenêtrage et l'environnement graphique. Et puis, on a un bureau. On a un bureau KDE, on a un bureau tel que GNOME, Aqua, etc. On a un bureau que je peux choisir. C'est une brique indépendante du noyau. Bien sûr, qui doit être compatible, évidemment, mais qui est quand même indépendante. Et j'ai quand même le choix. On a également, dans les distributions uniques, Linux, on a donc un gestionnaire de paquets, un framework, donc alors il y en a un certain nombre dedans. Hein. Donc, si vous voulez, Linux, il faut comprendre que c'est l'association d'un certain nombre d'outils qui se répartissent en 4 couches autour d'un noyau. Ça, c'est une distribution Linux. Et je vous le dis tout de suite, il y en a actuellement plus de 500. Bon, évidemment, 500, pour arriver à s'y retrouver, ce n'est pas forcément le plus évident. Bien. À côté de ça, donc, vous voyez, grande liberté de construction, et les techniciens se disent,
moi je vais prendre the best of breed, c'est-à-dire je vais prendre la meilleure solution, et je vais prendre GNOME ou KDE, vous voyez. Et c'est une espèce de construction, on va dire, à la Lego. Alors qu'avec Microsoft, alors là, c'est un bloc. Microsoft a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne veux voir qu'une seule tête. Donc, c'est quoi? Vous aurez bien entendu, donc, dans Windows, vous allez avoir Windows 10, par exemple, ou 11 maintenant. C'est donc un noyau. C'est une bibliothèque de logiciels spécifiques. OneDrive, hein, vous connaissez ça bien. Paint, vous avez Edge en tant que navigateur Internet. Vous avez Store. Vous avez des services d'accompagnement intégrés, le pare-feu. Vous avez également la mise à jour qui est intégrée. Vous avez une interface qui est imposée, qui est le shell, hein, avec le bureau, le menu démarrer, la barre des tâches, etc. Et puis, vous avez d'autres choses. Mais ça constitue des blocs qui sont figés et que vous ne pouvez pas modifier à votre convenance. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Donc, d'un côté, vous avez quelque chose qui satisfait énormément les techniciens et de l'autre, qui satisfait énormément les usagers. Parce que, pour dire la vérité, Office, Word, Excel sont quand même des produits extraordinaires. De même que ceux de Adobe. Quand on voit ce que fait un Photoshop, ce que fait un Illustrator, c'est quand même assez faramineux. Il faut voir d'où on vient. Et donc, encore une fois, ce n'est pas la même population. On ne fait pas plaisir aux mêmes personnes. Donc, deux mondes qui sont extrêmement différents. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Vous voyez, quand on veut construire finalement une distribution, enfin, ce n'est pas l'utilisateur qui va faire ça. Hein, lui, il va acquérir ou il va prendre une distribution, mais l'éditeur de la distribution va pouvoir choisir un certain nombre d'outils qui existent. Alors, je les ai mis ici, hein, des programmes d'archivage, des outils pour faire des comparaisons, des moyens pour obtenir donc, des informations d'utilisateurs. Bon, il y a toute une série de choses qui existent et qui font partie, on va dire, de la panoplie que vous pouvez trouver avec donc, le projet donc, GNU. Hein. Alors, il faut savoir d'ailleurs une chose, c'est que Microsoft est partie prenante là-dedans. C'est-à-dire qu'il a racheté donc, on va dire, l'hébergeur de toutes ces solutions qui font... Il est derrière, hein, donc faut quand même, voyez, il n'est pas du tout éloigné donc, de ce mouvement. Alors, affrontement Linux-Windows, il faut quand même se souvenir que Microsoft n'a pas toujours été un grand fan donc, de Linux, et on pourrait reprendre les phrases du président, donc, M. Steve Ballmer, qui était régulièrement élu comme le plus mauvais président des compagnies technologiques américaines, il était numéro 1 tous les ans, et qui avait un peu son franc-parler hein, aujourd'hui, et qui avait dit, j'ai repris la phrase ici, vous voyez, Linux c'est un cancer. Un cancer, bon, à propos très léger, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand M. Ballmer est parti, eh bien, il a créé, ou il a rejoint une compagnie qui, elle, travaille avec Linux. Donc, la vérité de la veille n'était pas nécessairement la vérité du lendemain. Bon, en tout cas, c'était un petit peu, il y a pendant très longtemps, vous savez, d'ailleurs, Bill Gates n'était pas très éloigné de ça. Hein. Pendant très longtemps, Microsoft a eu une approche d'abord monopolistique et ensuite très globale, très système fermé. L'ouverture, ça lui faisait très peur. Hein, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec l'actuel patron donc, de Microsoft, qui est Satya Nadella, ce n'est pas son cas. Mais disons que les générations de dirigeants qui ont précédé donc, Satya Nadella étaient quand même assez préféraient des solutions bloquées, vous voyez, hein, que eux seuls pouvaient donc administrer. D'ailleurs, ça a coûté la place à un moment donné donc au numéro 2 de Microsoft qui s'appelait Ray Ozzie et qui proposait lui d'aller sur le cloud avec des systèmes beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus ouverts qu'aujourd'hui. Bon. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Microsoft n'a pas toujours été donc un grand fan de Linux. Mais ça a changé. Alors, j'ai essayé de vous représenter les choses un petit peu pour vous montrer un petit peu l'évolution de Microsoft par rapport à Linux. Et donc, je pense qu'il y a trois phases dans ce rapprochement donc, de Microsoft de Linux. D'abord, une phase d'observation, hein, et une phase de cohabitation, et puis je pense qu'il y aura une phase de vampirisation après, pendant laquelle Microsoft va aller prendre des bonnes idées qui sont véhiculées par Linux. Alors, dans la phase d'observation, je vous disais tout à l'heure qu'elle avait été commencée donc, en 2008,
eh bien, on a quand même assisté à un certain nombre de choses qui sont très significatives. Alors, en 2008, SUSE, qui est une distribution Linux d'origine allemande, a été donc le premier système d'exploitation qui a été supporté par la couche de virtualisation de Microsoft, qui est donc Hyper-V. C'était le premier. D'ailleurs, l'année suivante, Microsoft s'est rendu compatible avec Red Hat, etc. Voilà. Donc, ça a été un petit peu le début, le fait de pouvoir administrer sous une couche de virtualisation à la fois du Windows et à côté, donc, du côté du Linux. Bien, c'était une obligation, hein, mais Microsoft avait bien compris qu'il ne pouvait pas être crédible, entre autres sur les serveurs, s'il n'était pas capable d'administrer, sous une machine virtuelle, d'administrer donc des logiciels Linux. Depuis 2015, Microsoft dispose d'un Azure Sphere OS, qui est donc à quoi? C'est une combinaison de Windows et d'un noyau Linux. D'abord, ça montre que Microsoft s'intéresse au sujet, donc Linux. Hein, et il a intégré, d'ailleurs dans Azure, les éléments d'un système d'exploitation de gestion de réseau qui s'appelle Sonic, qui a beaucoup d'importance maintenant, et qui est donc fondé, lui, sur l'une des distributions Linux qui s'appelle Debian. Voilà. Et donc, ils ont utilisé pour ça un mécanisme propre donc, à Microsoft qui s'appelle SAI. Et Sonic, je pense, est appelé à devenir un élément majeur dans la future gestion des réseaux, et c'est donc d'origine Debian, avec du Linux à l'intérieur. Le groupe Linux System Group donc de Microsoft a créé, il n'y a pas très longtemps, une version Linux interne qui s'appelle le CBL Mariner. Et donc, pour pouvoir mieux héberger, on va dire, dans le cloud Azure, en mode IaaS cette fois-ci, vous voyez, donc des infrastructures, des ressources sur son propre cloud. C'est une distribution qui est compatible avec le service Kubernetes, c'est-à-dire un service de gestion, d'administration des images containers. On est essentiellement ici sur des serveurs. Bon, le même groupe, Linux System Group, a créé les fameuses deux versions, WSL et WSL2, donc qui permettent d'embarquer sur un poste de travail des applications et puis d'une certaine manière deux copies du système d'exploitation. Ce n'est pas tout à fait vrai ça, mais en tout cas avec WSL2, c'est un petit peu ce que produit. Par ailleurs, donc, les produits Defender, donc qui sont les produits de sécurité, ont été portés sous Linux. Alors, là, quelle est l'importance de WSL2? Cette fois-ci, on est vraiment sur le poste de travail. Donc, c'est la deuxième version d'un système qui rapproche donc Windows de Linux. La première version, ce n'était qu'un moyen d'accéder aux outils et commandes en ligne de Linux. C'était une traduction des appels système Linux à Windows. C'était une couche de compatibilité qui permettait de faire tourner donc, des exécutables binaires avec un format donc, qui s'appelle format ELF, hein, sous Windows 10 et également sur le serveur Windows Server 2019. Alors que la deuxième version maintenant, WSL2, elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus significative, qui est en fait un noyau complet. Là, cette fois-ci, Linux s'exécute à côté donc, de Windows et non pas sous son contrôle en émulation. Parce que l'émulation, c'est bien joli, mais on en fait depuis 30 ans. Hein. Mais il y a toujours un bouton de guêtre qui manque, quelque chose qui ne marche pas bien, un truc qui ne colle pas. Donc, plutôt que d'avoir ce genre de situation, eh bien, il est préférable d'avoir, j'ai du Linux ici, j'ai du Windows là, très bien, et donc ça va tourner en même temps, et sous contrôle, bien entendu, donc d'un hyperviseur. Alors, le fameux dual boot dont Microsoft avait beaucoup parlé à un moment donné, donc je peux booter à partir de l'un ou de l'autre de système. Maintenant, on l'a oublié avec WSL2. Alors, conséquence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut exploiter un noyau Linux à la place de Windows. Et en termes d'administration, c'est très facile. Il vous suffit de cocher une option dans le fichier wsconfig pour dire, voilà, pour déclarer un chemin, un pass, hein, pour y accéder directement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Avec dans WSL2, donc deux nouveautés majeures. D'abord, le rôle essentiel d'Hyper-V, ce qui n'était pas gagné d'avance, hein, parce que vu la concurrence que pouvait faire VMware
Bon, on ne peut pas dire que c'était d'une simplicité évidente hein, de gagner ça. Donc, c'était d'une part le rôle majeur maintenant d'Hyper-V, et puis c'est aussi donc, le rapprochement donc, avec Docker par un produit très important également dans ce contexte-là qui s'appelle le Elco, donc les containers donc, sous Windows, eh bien, qui héberge un noyau très fin de Linux pour pouvoir exécuter des images Docker. Finalement, tout ça contribue maintenant, tout ça converge. Alors, on sait d'ailleurs que Docker n'est peut-être pas la solution idéale hein, pour le futur. On est bien d'accord. Mais ça montre tout de même que depuis maintenant plus de 10 ans, Microsoft, soit pour ses propres besoins, soit par exemple pour l'administration de Docker, soit parce qu'il y avait aussi des applications Linux qui l'intéressent, eh bien, s'est rapproché donc, très fortement de Linux. Alors, Elco est devenue donc la pierre fondatrice donc, de WSL2 et donc qui permet donc d'une part à Linux, mais également à ses applications, d'être traitées exactement donc, de la même manière que Windows. Bon, alors il a son propre système de fichiers, WSL2, hein, qui est peut-être partagé avec Windows, y compris d'ailleurs dans un contexte CIFS qui est bien connu hein, de partage. Bien. Donc ça fonctionne parfaitement. Alors WSL2 a son propre root file system, bien connu donc bien évidemment des utilisateurs et des développeurs sous Linux. Et la gestion des réseaux est également concernée par ça. C'est-à-dire que l'environnement Linux sous WSL2 a son propre système d'adressage IP dynamique. Oui, il n'y a plus grand-chose hein, pour nous différencier finalement avec Linux. Hein. Donc, c'est quand même une évolution qui est quand même très significative. Alors, la vampirisation, par contre, elle va arriver. Et moi, je pense que le futur, ça va être quoi? Je vais avoir un système d'exploitation qui va être fondé sur un noyau commun, cette fois-ci, non plus sur 2 noyaux. Il n'y en aura plus qu'un seul. L'hyperviseur va assurer donc la cohabitation et le partage des applications sur ce noyau commun. Et donc, c'est ce que montre ici ce schéma. Vous avez le noyau commun Linux, Windows. Alors, ça, ce n'est pas garanti. Hein. C'est moi qui imagine que ça pourrait être ça. Ça paraît logique. Hein. On aura donc le noyau hein, commun. On va avoir les applications, l'hyperviseur qui va être au-dessus et qui va donc avoir des applications avec interface Linux et puis des bureaux hein, Linux et puis des applications Windows. Et la grande nouveauté, ça va être que, eh bien, il n'y aura plus qu'un seul noyau. Donc, ça veut dire que ce noyau donc, commun, on va dire, aux 2 mondes, eh bien, va être maîtrisé et va être proposé par Microsoft. Et donc, on trouvera là-dedans, à mon sens, beaucoup de choses qui sont actuellement ou qui vont arriver dans Linux. Et donc, c'est pour ça que je parle de vampirisation. Vous voyez à mon sens, Microsoft va aller chercher là-dedans tout ce qui pourrait donc lui être utile. Hein. L'interface pour le futur, donc l'interface utilisateur, et donc ça sera donc un artefact que vous allez poser au-dessus donc, du futur WSL-X, et en fait au-dessus donc, de ce fameux noyau, et qu'on va pouvoir sélectionner dans un menu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, je n'ai rien à installer. J'aurai une version donc, de Windows, on va appeler ça WSL-X 33 par exemple, et donc dedans, j'aurai un seul noyau, j'aurai un hyperviseur qui sera Hyper-V, au-dessus, j'aurai des applications, et tout ça, ça sera partageable, et je pourrai jouer à ma convenance, passer à un mode KDE ou GNOME, revenir à un mode d'affichage, une interface utilisateur qui sera celle de Windows. On va faire ça. Hein, plutôt qu'une solution, on va dire, totalement open source. À horizon, allez, entre 2025 et 2030. Mais je pense qu'à ce moment-là, on y sera vraiment. Et quand vous regardez bien aujourd'hui, on s'aperçoit que Microsoft est déjà très actif dans beaucoup de domaines. Par exemple, il participe à la Linux Foundation, donc et une autre, la Linux Kernel donc Security. Donc, ce sont des communautés très actives hein, et également très sélectives dans lesquelles ils ne jouent pas qu'un rôle de comparse. Ils ne regardent pas ce qui se passe. Et donc, ils jouent un rôle vraiment très, très, très moteur. Hein. Ils participent également dans le monde Linux à certains projets noyaux, enfin très importants hein, donc de la communauté. Par exemple, il y a le DAPR, donc, qui anticipe un peu sur les futures plateformes donc, en mode actif-actif en termes de données, qui auront besoin d'avoir des espaces d'exécution donc, adaptés, entre autres avec des clusters. Donc, c'est quelque chose
on sent quand même à quel point ça évolue. Hein. Et donc, maintenant, ce n'est plus un gros mot que de parler de Linux quand on se trouve chez Microsoft. Alors, c'était le cas avant. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vais vous démontrer, donc j'essaierai de démontrer en tout cas pendant cette heure que vraiment Linux a beaucoup d'avantages, que Microsoft se rapproche de lui, donc on peut très bien investir là-dessus, en particulier sur des outils. Mais je montrerai également à la fin que, à mon avis, ça ne se produira pas, on ne va pas anticiper. D'abord, la productivité individuelle. Regardez bien, la productivité individuelle, c'est-à-dire la bureautique, hein, tous les outils d'aujourd'hui. Quand on compare les suites Office avec les solutions qui existent en open source, plus ou moins gratuites, hein, alors j'en ai mis ici un certain nombre, hein, vous avez LibreOffice qui est une belle solution, incontestablement, vous avez la OpenOffice de Apache, de la fondation Apache, d'ailleurs, LibreOffice est un fork, hein, c'est une version dérivée d'OpenOffice. Vous en avez d'autres, hein, vous avez Calligra, vous avez SoftMaker, vous avez même GNOME, l'interface. Donc il y a une suite bureautique qui est également basée sur cette interface-là. Vous avez Zoho, hein, ZooDoc est plutôt connu pour des outils de collaboration, mais donc qui propose donc une solution également bureautique sur Linux, avec bien entendu des fonctions de collaboration. Mais je suis ici avec des solutions sur Linux. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser Office. Alors, dans le passé, d'ailleurs, il y avait eu un projet qui était celui de Miguel de l'ICASA, qui était à l'origine, d'ailleurs, de la distribution Linux SUSE, dont je parlais tout à l'heure, qui avait fait lancer un projet qui s'appelait Mono et qui permettait donc d'exécuter sous Linux des logiciels Microsoft et en particulier Office. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir. Donc, avoir un Office que je choisirais et puis voilà, j'aurais maintenant exécuter ça sur mon interface que je choisirais, hein, d'où WSL2. Le problème, c'est que ce n'est pas ça. Et que je pense, vous avez dû quand même le constater par vous-même, hein, quand on utilise LibreOffice ou OpenOffice, on est quand même dans des contextes qui sont différents. Ce n'est pas la même chose. Alors, ne serait-ce que du point de vue de l'interface, de la présentation, on n'est pas avec Office. Or, j'avais pris soin de le dire dès le départ, les utilisateurs sont extraordinairement attachés à leur interface, à leur façon de travailler. Ils ne veulent pas penser. Et ça se comprend, hein. Il ne faut pas passer trop de temps sur la compréhension donc, de l'interface pour aller faire quelque chose. C'est quand même différent. Et en plus, alors vous me direz, il y a des moyens qui me permettent de récupérer Office sur Linux. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, hein, c'est quand même très, très artisanal. Donc, ça marche à peu près, mais souvent, ça marche pas du tout. J'en ai testé plusieurs fois. Moi, je ne suis pas vraiment convaincu ni ébloui. Alors, on dit, oui, vous inquiétez pas, vous prenez votre Office et Linux, ça marchera. Ce n'est pas vrai. Ce sont quand même. C'est vrai qu'il y a des moyens qui permettent de contourner donc ce blocage, je ne dis pas le contraire, mais à mon sens, ce n'est pas très, très pratique, hein, très efficace et sujet évidemment à beaucoup de dysfonctionnements. Alors, qu'est-ce qu'on va leur demander à ces produits libres quand on veut vraiment les utiliser? Ce qui sera, à mon avis, pas tellement le cas d'ailleurs dans une suite de bureautique. D'abord, c'est la confiance dans la communauté. Là, ici, on a Apache qui est absolument incontestable. C'est vrai que c'est une remarquable organisation, hein, et avec des projets qui sont tout à fait excellents. Donc, on peut penser, si vous voulez, qu'un bon point, c'est l'appartenance, mettons, d'OpenOffice à la fondation Apache. C'est la compatibilité avec tous les formats. Alors là, il y a des formats, hein, il y a les vieux formats déjà avec lesquels il faut quand même être compatible. Il y a les formats dits XML, hein, donc les docx, les XSLX, et puis c'est le respect donc, des formats Open Document et XML Open. Bon, on ne veut pas être embêté parce que je ne peux pas lire un fichier. C'est quand même insupportable. C'est invraisemblable. Un utilisateur ne veut pas être bloqué par ça. Je prends un fichier, quel que soit le logiciel avec lequel il a été écrit, je le récupère et puis ça marche. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou alors, ça ne marchera pas très bien. Il faut avoir en plus, donc on l'a dit, donc une version en ligne, hein, donc
dans le cloud, mais c'est de plus en plus le cas, voire ça va maintenant être imposé. Il faudrait avoir des fonctionnalités équivalentes à celles d'Office, mais ce n'est pas le cas. Moi, je prétends que ce n'est pas le cas. Alors, vous trouverez 2,5 millions de comparaisons qui seront faites entre autres LibreOffice et puis Office, mais c'est très facile de démontrer que l'un est supérieur à l'autre. Dans la pratique, ce que je vois, c'est que les utilisateurs sont peu nombreux à utiliser donc LibreOffice. Bon. Et puis, moi, je pense qu'il faut insérer ça, ce qu'on demande donc à un fournisseur de productivité individuelle sur Linux, il faut que ça s'insère dans un mode de fonctionnement plus global, c'est-à-dire collaboration, comme on le fait en ce moment. Et donc, il faut que ce soit simplement une brique de cette suite de collaboration. C'est ce que fait, par exemple, Zoho, c'est vrai. Bon, je ne pense pas qu'on soit véritablement, avec ces outils-là, vraiment arriver à nos fins. Hein. Moi, je ne pense pas. Alors, on peut faire la même remarque d'ailleurs avec Adobe. Adobe, donc, depuis quelque temps, il a donc maintenant, on ne peut plus acheter de solutions locales sous Windows. On ne peut plus acheter de solutions locales. Il faut passer maintenant dans la version dite Creative Cloud. C'est-à-dire que tous les logiciels se retrouvent dans le cloud. Et il faut quand même reconnaître que, fonctionnellement parlant, c'est extraordinaire. Hein. Je n'ai pas d'action chez Adobe, mais quand même, quand on voit ces produits, c'est quand même assez fantastique. Alors, ça fonctionne, bien sûr, ça fonctionne avec Windows, c'est beaucoup moins évident avec Linux. Alors, de la même manière que pour Office, vous avez mettons, un script qui est hébergé sur GitHub, hein, qui est la propriété donc, de Microsoft maintenant, qui fonctionne avec un outil d'interfaçage graphique qui s'appelle Play on Linux, donc qui permet de faire ça. Mais bon, je dis ça peut fonctionner de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, je n'aurais pas trop confiance. Par contre, l'autre solution, exactement comme pour Office, la question qu'on vient de se poser sur la bureautique, on pourrait peut-être utiliser des solutions open source pour remplacer certains produits de la suite donc Creative Cloud. Et il faut reconnaître quand même qu'il y a quand même des solutions qui tiennent la route. Par exemple, avec Illustrator, vous avez un produit qui s'appelle Inkscape, que je trouve assez remarquable, qui coûte 0. Il y a une bonne communauté. La doc n'est pas toujours terrible, mais c'est quand même un bon produit. Vous avez la même chose, vous avez des produits comme Kendendive, donc l'équivalent de Premiere, ou pour After Effects, vous avez un système qui s'appelle Natron. Je veux dire que sur ce schéma, je vous montre un peu toutes les alternatives qui existent, hein, qui sont de type open source, hein, et donc qui marchent avec Linux ou Windows, hein, ou et Windows. Donc, c'est une possibilité qui existe. Et le problème donc, posé par Adobe est un problème qui est le même finalement que celui de la bureautique Office. Alors, vous allez me dire, mais alors, bon, très bien, alors je suis convaincu. Parfait, je suis convaincu, donc je vais installer une distribution Linux. Alors, on va commencer par se dire laquelle. Laquelle? Il y en a donc 500, à peu près, même plus de 500. Alors, je vous en ai mis ici un certain nombre. Vous avez donc Ubuntu, vous avez Linux Mint, vous avez Deepin, qui est un produit d'origine chinoise, vous avez Garuda, vous avez Fedora, très connu, hein, entre autres sa version donc Workstation qui est extrêmement connue, vous avez MX Linux, vous avez XDE Neon, voilà. Plein de structures, la grande majorité d'ailleurs absolument inconnues, hein, mais qui sont des distributions qui sont accessibles sur le poste de travail. Le problème que l'on va avoir, c'est que est-ce que vous pouvez vous contenter d'une seule distribution Linux et de vous dire, je vais vivre avec elle, et donc tous les produits que je vais acquérir je vais installer, seront donc compatibles avec cette distribution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et un certain nombre de produits viennent avec leur distribution Linux. Ce qui fait que vous risquez de vous retrouver assez rapidement sur votre poste de travail avec 3, 4 distributions différentes de Linux, et du point de vue, imaginez, si c'est votre machine, ça ne posera pas de problème, mais imaginez que vous ayez 10 000 machines dans l'entreprise et que vous retrouviez avec ces distributions, ça sera ingérable. Vous n'y arriverez jamais. Non seulement il faut les installer, mais ensuite il faut les faire vivre. Il va y avoir des évolutions, des API nouvelles, ça sera impossible. Parce que, encore une fois, les applications viennent avec leur contexte, on va dire, elles viennent avec leur environnement. Donc, je vous souhaite bien du plaisir. Simplement, il y a un certain nombre de distributions qui sont particulièrement, donc, on va dire, efficaces et de très, très bonne qualité. C'est donc OpenSUSE,
Ubuntu, Fedora. Très, très bonne solution. Il y en a peut-être d'autres encore. Hein. Vous voyez, ça, c'est 3 distributions quand même auxquelles on peut donc faire confiance. Alors, c'est vrai que Linux, j'essaye toujours de démontrer que c'est vraiment l'idéal. Hein. De Linux, donc, un gros avantage, c'est ça, la force de ces communautés, qui sont assez soudées, il faut quand même le reconnaître. Chez Microsoft, il n'y en a pas. Les seules communautés qui existent, ce sont des communautés d'intérêt entre Microsoft et puis ses partenaires. Nous, on n'est pas très concernés. Alors, je parle dans l'absolu, bien évidemment, il y a des associations d'usagers, donc je sais très bien, mais ça n'a pas la force qu'a donc le monde Linux. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé chez Linux, il y a, par exemple, il y a eu 15 637 développeurs qui appartenaient à 1513 compagnies différentes qui avaient contribué à l'évolution du noyau Linux depuis 2017. Donc, en fait, il y a énormément de gens qui sont intéressés, mais plutôt donc des techniciens, pas des usagers. En 2021, on peut aussi constater ça, c'est que toutes les grosses machines, donc ce qu'on appelle les HPC, hein, tournent sur des souches Linux. Hein, y compris d'ailleurs les Chinois, hein, qui ont donc maintenant leur propre distribution. Et malgré la force commerciale de Microsoft, on va dire le poids extraordinaire donc de Microsoft, plus de 50% des développeurs travaillaient sous Linux en 2019. Vous voyez cette distinction qu'il faut faire entre les développeurs, et plus particulièrement sur les serveurs, et les utilisateurs d'un poste de travail, ce ne sont pas les mêmes. Donc, vous voyez, là, 50% des développeurs travaillaient sous Linux en 2019 et 85% disaient que c'était un choix non contraint. On ne leur avait pas imposé, hein, donc ils travaillaient là-dessus par goût, parce qu'ils considèrent que le système d'exploitation Linux était très supérieur pour leurs besoins de développeurs à Windows. D'après Alexa, qui est un observateur, sur les 25 sites web les plus importants de la planète, il n'y en avait que 2 qui n'utilisaient pas Linux. Et d'après DoubleSweetCo, 96,3% du million de sites web les plus remarquables sont eux aussi sous Linux. 96,3%. Vous voyez bien cette dichotomie qu'il y a entre les serveurs et les usagers du poste de travail. Ce n'est pas du tout pareil. C'est vrai que les communautés Linux ont une force extraordinaire et qui d'ailleurs souvent motivée par la haine de Microsoft, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. Les gens haïssent Microsoft pour ses comportements, ils disent que les produits sont nuls, ce qui n'est pas vrai, mais vous voyez, c'est plutôt on va dire une motivation très négative, ça. Alors, maintenant, Linux, bien entendu, donc, a beaucoup d'avantages. Alors, puisque je dis, j'essaye de vous convaincre qu'il faut passer à ça. Alors, d'abord, les avantages en termes de performance. Hein, donc, incontestablement, donc Linux, il est globalement moins consommateur. Il est bien conçu. Il a un noyau qui est très imperméable et qui est moins lourd et assez adaptable. Nous avons, par exemple, construit, nous, un pare-feu en utilisant un noyau Linux, parce que structurellement, ce noyau est bien conçu et bien structuré. Hein. Alors, sur les capteurs, donc les fameuses IoT, vous savez, les objets, hein, Windows ne fait pas le poids, hein, c'est pas bon. Hein. Alors, ces capteurs ont besoin donc d'un OS temps réel avec une très faible empreinte, éventuellement que de quelques cas, hein, et donc qui soit très efficace. Et donc, comme l'est effectivement le noyau Linux, c'est vrai. Il est plus léger, donc avec une empreinte qui est plus réduite. On peut le personnaliser d'une manière plus efficace. Hein. Il faut dire ce qu'il y a avec les icônes, les polices. On n'a pas. Quand on est chez Microsoft, on est quand même un peu dans un tunnel tout noir. Hein. On est obligé d'aller là où se trouve la lumière. La lumière, c'est Microsoft qui l'allume. Hein. Alors, il y a une meilleure sécurité sur Linux, c'est vrai. Donc, une séparation, par exemple, plus claire donc, des privilèges. Quand pour avoir un privilège très élevé, eh bien, il faut passer par les fourches codines donc, du root. Donc, c'est très surveillé. On ne peut pas faire n'importe quoi. De la même manière, les fichiers, par définition, sont non exécutables. Et si vous voulez modifier cet état, vous devez passer par un outil qui s'appelle le chmod. Donc, le changement donc c'est un changement. Et donc, effectivement, c'est une meilleure sécurité. Linux est également réputé plus stable. Hein, on n'a pas le redémarrer dès qu'il y a un peu de vent. Non. Donc, il est plus stable, ça c'est vrai.
On l'a dit à l'instant, donc la force de l'open source et puis de ces communautés, bien sûr. Et puis la console, alors là c'est un petit peu hypocrite, je le reconnais, mais la console Linux, c'est vrai que c'est plus rapide qu'une interface graphique. Mais ça, c'est un choix qu'ont fait les usagers. Après tout, on peut faire beaucoup de choses avec l'interface graphique. Mais plutôt se couper un bras que d'utiliser une interface graphique quand on est un développeur. Donc, on t'apprend en mode commande, même s'il faut retaper 18 fois les mêmes commandes parce qu'on s'est trompé. Vous savez, c'est un état d'esprit, hein. Un état d'esprit très pro-Linux qui, par moment, est quand même un tout petit peu, c'est un peu des gamineries hein, de temps en temps. Hein. Bon, donc la plupart des distributions, ce qui est aussi très intéressant là, ici, ont une version dite live. C'est-à-dire que vous n'avez rien à installer, vous mettez votre CD-ROM ou votre clé USB sur la machine, et bien vous démarrez votre Linux, vous n'avez rien à faire et ça ne laisse pratiquement pas de scorie donc, dans votre machine. Donc c'est vrai que les arguments donc, ne mentent pas, hein, ce qui est. Bon, maintenant il y a quand même quelques inconvénients. Quelques inconvénients qui sont assez clairs. J'ai ici, voilà, quelques inconvénients. D'abord, de mon point de vue, en tout cas, je trouve que l'installation est un peu plus délicate, un peu plus bidouille, même si pour Microsoft, je vous dis, je suis un peu hypocrite. Hein. Les interfaces sont différentes. Il y a beaucoup d'interfaces différentes. Alors, vous me dites, on a le choix comme ça, mais c'est vrai que ça peut nous poser quelques problèmes également. Ces interfaces peuvent être déroutantes, hein, incontestablement. Et le fait de nous dérouter, ça peut être contre-productif, bien évidemment. On a des logiciels, on l'a dit, donc, avec la bureautique, et donc, qui fonctionnellement sont assez différents. Il en manque encore beaucoup aujourd'hui, qui soient hébergés, on va dire, sur Linux nativement. Je trouve que la maintenance est plus compliquée. Alors, vous direz, les gens diront que ce n'est pas vrai. Moi, je pense que si, quand même. Maintenant, c'est plus compliqué et qui nécessite une meilleure connaissance de l'espace machine. Et je crois surtout que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les développeurs préfèrent Linux, hein, parce qu'ils sont proches des machines, ce qui n'est pas le cas donc d'un utilisateur. Alors, il y a inconvénient, c'est donc également la compatibilité des formats. Ça, c'est insupportable. Le fait de ne pas pouvoir réutiliser d'une manière automatique quelque chose, je trouve ça, mais c'est un manque de professionnalisme épouvantable. Il y a des anomalies de comportement par moment, des choses bizarres qui se passent. Beaucoup d'incidents. Alors, vous me direz, ça arrive aussi avec Windows, hein, je suis d'accord, mais beaucoup d'incidents qui sont peut-être pas graves, mais qui, avec le temps et avec, on va dire, une certaine mauvaise foi, hein, comme la mienne en ce moment, eh bien, créent une sorte de mauvaise réputation. On dit, voilà, c'est comme les machines, hein, Linux, ça tombe en marche de temps en temps, mais ça ne tombe pas en panne. Ça tombe en marche de temps en temps. Bon. Financièrement, par ailleurs, quand on raisonne en matière donc, de coût total de possession, donc de TCO, mais si on met là-dedans tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la formation, l'assistance externe, etc., en plus des produits, je pense que les deux sont à peu près au même niveau. Disons que le poids des licences, il est contrebalancé par le prix que vous payez plus élevé pour faire intervenir des gens qui sont compétents sur ces sujets-là. Bon, globalement, en tout cas, je pense que ce n'est pas un argument qu'il faut utiliser pour choisir Linux plutôt que Microsoft. Et puis, il y a la fameuse dépendance de Linus Torvalds, hein, qui a été tout premier, donc le premier à faire une distribution donc Linux. On était donc en 1987, donc ça a donc maintenant plus de 30 ans, hein, 34 ans. Hein. C'est lui qui est un peu le grand maître des changements donc, de version. Alors, actuellement, bon, et notre ami Linus Torvalds, de temps en temps, il pète un peu les plombs. Hein. Et c'est ce que j'ai voulu indiquer ici. Dans certaines circonstances, Linus Torvalds a su faire preuve d'une grande capacité d'écoute et d'une incontestable maîtrise de la langue qu'il maîtrise et qu'il manie avec légèreté et doigté. D'où le doigt d'honneur. En plus, c'est vrai, hein, il a une certaine tendance à dire à certains interlocuteurs qui ne jugent pas compétents que ce sont des abrutis. Bon, alors ça peut ne pas plaire aux interlocuteurs. Je pense qu'il manque un tout petit peu, on va dire, de finesse dans son dialogue. Mais c'est quand même lui qui est quand même le maître un petit peu incontesté hein, d'évolution du noyau Linux. Hein, entre les versions à un même niveau et puis les sauts de version. Bon, moi, j'en arrive à ceci, donc qui va être, c'est la fin de en tout cas mon plaidoyer. Hein. Alors, on me dirait, mais vous reprochez beaucoup de choses à Linux, mais on peut aussi reprocher plein de choses à Microsoft. Hein. Par exemple, des redémarrages forcés.
après une mise à jour cumulative. Justement, des mises à jour cumulatives qu'il faut absolument télécharger et installer, on ne peut pas y échapper. Et il y a tous les 6 mois de très grosses mises à jour obligatoires qui me pourrissent la vie. Le support pendant 18 mois qui oblige les usagers à installer donc, les mises à jour pour continuer de bénéficier donc, des correctifs de sécurité. L'interface donc, est contrainte, sans possibilité de choix, même si le fait d'avoir plusieurs interfaces comme KDE, GNOME peut être aussi contestable. Et puis une forme d'impérialisme donc, qui impose des directives venues de Raymond et qui ne se préoccupe pas des clients. Je vous avais dit, c'est le syndrome IBM. Et puis du fait de son succès, énorme, hein. Microsoft est quand même la cible numéro 1 des criminels, donc c'est tout à fait normal que l'on trouve beaucoup de... Enfin, il y a autant de failles, vous savez, dans Linux qu'il y en a dans Windows, mais les gens vont prioritairement plutôt s'intéresser, enfin les criminels, plutôt s'intéresser donc à Microsoft plutôt que Linux. Et puis des prix qui peuvent être considérés comme élevés. Et les usagers sont pris en otage. Alors j'en conclus quoi, chers amis? Eh bien, je pense que Linux, avec la mauvaise foi que j'ai étalée depuis tout à l'heure, présente beaucoup d'avantages, hein, beaucoup d'arguments en sa faveur, mais je pense qu'il ne percera pas de manière significative. Il ne percera pas. La raison, je vous l'ai donnée, c'est que les utilisateurs ne sont pas des usagers de Windows, donc ils se moquent comme de leur première chemise ou de leur premier corsage, mais d'Office ou d'un autre logiciel important. C'est ça qui les intéresse. Ou d'un navigateur, un moteur de recherche. Vous voyez, c'est le produit. Maintenant, qu'il soit sur un OS ou un autre, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, on le voit bien, les changements qui sont effectués sur Office sont extrêmement mal perçus. Alors que ceux qu'on fait sur Windows, ouais, limite, bon, on ne les voit pas trop. Hein. Bon, on a un changement qui a été fait par l'administrateur, mais moi, l'important, je me retrouve quand même dans mon Office. Dans leur grande majorité, je pense que les usagers vont rester donc sur Office, que ce soit en local ou sur le cloud. Mais de toute façon, après, ils vont être obligés de passer sur le cloud et ils ne basculeront pas sur LibreOffice ou sur OpenOffice, qui resteront marginaux. C'est dommage, hein, parce que ce sont quand même des produits intéressants, mais ça restera marginal. Et je vous le disais, la philosophie de tout ça, c'est quel est le directeur informatique qui va prendre l'initiative de passer des milliers de postes sur Linux. Il va prendre un risque absolument inconsidéré, d'accord? Et si jamais il y a le moindre problème, et ça ne va pas rater, il va y avoir des plaintes qui vont arriver jusqu'à la direction générale, jusqu'au management, eh bien, il va y avoir des soucis. La seule décision, la seule justification aujourd'hui, à mon sens, de basculement sur Linux, sur le poste de travail, c'est une décision politique. Parce que politiquement, on ne veut plus travailler avec l'impérialisme de Microsoft. Ça se comprend. Ça peut se critiquer, mais ça peut se comprendre. Une décision politique, d'ailleurs, qui avait été à l'origine de la ville de Munich, qui avait décidé avec beaucoup d'emphase sur sa décision de basculer donc sur Linux. Mais ils sont revenus en arrière après, hein, parce qu'ils ont bien compris que ça ne collait pas. Et donc, moi, je pense que ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Alors j'espère beaucoup après, à partir du moment où on aura, avec la version WSL-X, on aura un noyau commun avec un hyperviseur et au-dessus des applications qui sont indifféremment Linux ou Windows, avec donc, quand on aura ça, à horizon 2025-2030, je pense qu'on n'aura plus de problème. Et la question à ce moment-là de choisir Linux ou de choisir donc Windows, eh bien, à mon avis, elle ne se posera plus, tout simplement. Et on aura donc, ça sera la fin d'un cycle. Hein. Alors, on me pose une question, on me dit, est-ce que Mac OS X serait une alternative viable? Je pense, oui, beaucoup plus que Linux, ne serait-ce qu'à travers les chiffres. Je pense que c'est une vraie solution, parce qu'on me retrouve un petit peu dans la mouvance Mac OS X, on trouve à peu près le même attachement de la communauté Apple. Et ça, c'est une force également. Donc, je pense que c'est une solution. Et en général, d'ailleurs, ils travaillent un peu en autarcie. Ils n'ont pas forcément besoin de communiquer avec d'autres. Bon, disons que c'est une solution qui, à mon avis, donc, est tout à fait jouable. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, hein, formidable Linux, simplement, on n'ira pas. Pourquoi? Parce que Windows ou Linux, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est Office. Point. C'est ça la philosophie de cette histoire.
Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué et je vous remercie de m'avoir suivi. Merci infiniment pour votre attention et j'espère vous retrouver donc dans 15 jours où nous allons faire un numéro spécial donc, de nos webinaires. On va faire un bilan donc, de l'année donc 2021, ouais, c'est bien ça, et on va décerner nos bons points et les mauvais points. Vous allez voir, ça ne manquera pas de sel. J'espère vous y retrouver nombreux. Bonne journée pour nos amis canadiens et bonne soirée pour nos amis français. À bientôt.